Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les grandes articulations. Organisation des futures élections, le service spécialisé souhaite aller vite et bien. Un comité interparti est mis en place. 126 partis politiques participent au lancement de la structure. C'est un espace dédié au dialogue et à la concertation. Électrification de Kalinko dans Dinguiraï, c'est pour bientôt. Déjà, les travaux sont en cours. Début de satisfaction pour les bénéficiaires. Une initiative présidentielle à travers des partenaires au développement. Anzele Corée, la culture renaît de ses cendres, les troupes artistiques notamment sur place. L'orchestre Nimba Jazz reçoit de nouveaux instruments de musique. Ambition affichée par le département des tutelles, valoriser le patrimoine culturel. C'est tout pour les titres. À présent, le contenu de ce décret. Décret D-2025-0144 PRG CNRD SGG portant nomination des hauts cadres au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. 1. Conseiller principal, Dr Mamadi Yamouri Kondé, administrateur civil, matricule 592 721F. 2. Conseiller politique, Monsieur Aziz Diop, administrateur civil, matricule 583 152 R. 3. Conseiller juridique, Dr Khalil Aïssata Keïta, enseignant-chercheur, matricule 337 497 V. 4. Conseillère chargée de mission, Madame Nansira Sandiana Kamara, administrateur civil, matricule 322 900 H. 5. Conseiller chargé de la gouvernance territoriale participative, Monsieur Ousmane Sako, administrateur civil, matricule 585 890 Q. 6. Inspecteur général, Messieurs Cécélois, juriste, matricule 198 269 S. 7. Inspecteur général adjoint, Messieurs Mamoudou Kondé, économiste, matricule 242 208 E. 8. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, Monsieur Oumar Insano, linguiste, matricule 250 945 D. 9. Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement, Monsieur Mamadou Saliou Woura Diallo, gestionnaire, matricule 266 006 S. 10. Directeur national de l'administration du territoire, Monsieur Mohamed Lamine Doumbouya, administrateur civil, matricule 200 814 M. 11. Directeur national adjoint de l'administration du territoire, Monsieur Moustapha Bari, administrateur civil, matricule 190 202 J. 12. Directeur national des collectivités locales, Dr Mohamed Faro, géoéconomiste, matricule 212 334 N. 14. Directeur national adjoint des collectivités locales, Messieurs Isiaga de Silla, sociologue, matricule 211 648 J. 14. Directrice nationale de la promotion et de la régulation des organisations non gouvernementales et mouvements associatifs, Madame Delphine Ouendouno, juriste, matricule 245 994 M. 15. Directeur national adjoint de promotion et de régulation des organisations non gouvernementales et mouvements associatifs, Monsieur Cheikh Alioune Diallo, administrateur des affaires. 16. Directeur national des libertés publiques et des frontières, Monsieur Mouriba Magasouba, juriste, matricule 250 989 J. 17. Directrice nationale adjointe des libertés publiques et des frontières, Madame Aminata Sobra Bangoura, administratrice des affaires
matricule 268-201P. 18, directeur général des affaires politiques, Messieurs Soumaïla Djoubaté, politologue, matricule 305-734S. 19, directeur général adjoint des affaires politiques, Messieurs Alpha Isiaga Diallo, administrateur civil, matricule 229-979X. 20, directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix, Monsieur Amirou Diawara, juriste, matricule 279-100C. 21, directrice générale adjointe de la promotion de la citoyenneté et de la paix, Madame Oumoumara, juriste, matricule 262-759X. 22, directeur général de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, Monsieur Mamoudou Diané, économiste spécialisé en administration socio-économique et en développement durable. 23, directeur général adjoint de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, Monsieur Moussa Yes Kaba, économiste. 24, directeur général du Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux, Messieurs Mamadi Magasouba, administrateur civil, matricule 246-501J. 25, directeur général adjoint du Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux, Messieurs Mamadi Kamara, linguiste, matricule 246-379J. 26, directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, Messieurs Lancé Touré, journaliste. 27, directeur général adjoint de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, Messieurs Tcheko Nicolas Milimono, administrateur des affaires. 28, directeur général du service national d'aménagement des points d'eau, Monsieur Aladji Fodekaba. 29, directeur général adjoint du service national d'aménagement des points d'eau, Monsieur Mohamed Touré, ingénieur génie rural, matricule 250-770 T. 30, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification, Messieurs Kemoko Djoubaté, maîtrise en lettres modernes, matricule 297 060V. 31, directeur général adjoint de l'Office national de l'état civil et de l'identification, Messieurs Alpha Cabinet Condé, ingénieur en système d'information et de base de données biométriques. 32, directeur du service national d'appui à la garde communale, Monsieur Jean-Félix Bangoura, ingénieur agronome. 33, directeur adjoint du service national d'appui à la garde communale, Messieurs Fodé-Bangali Condé, sociologue. 34, secrétaire exécutif de la commission interministérielle de pilotage de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local, LPN-DDL, Madame Fatoumata Nembourou Diallo, administrateur civil. 35, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières, Dr Cheikh Sidia Diabaté, matricule 209-943H. 36, secrétaire exécutif adjoint de la Commission nationale des frontières, Monsieur Mohamed Diara, chimiste, matricule 298-795. C. 37, secrétaire exécutif de la Commission nationale d'intégration et de suivi des réfugiés, Messieurs Koikoi Beavogi, biologiste, matricule 213-122P. 38, secrétaire exécutive adjointe de la Commission nationale d'intégration et de suivi des réfugiés, Madame Aïssatou Sidibé, gestionnaire, matricule 310-656G. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 6 août 2025, signé Général Mamadi
Doumbouya. Dans l'actualité et en plus bref, en image, le Premier ministre Amadou Wiliba est sur le sol ivoirien. Il représente le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, aux festivités du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À sa descente d'avion, le chef du gouvernement guinéen est accueilli par des responsables du ministère ivoirien des Affaires étrangères ainsi que l'ambassadeur de la Guinée auprès de ce pays frère. Le Premier ministre participera aux festivités prévues à Bouaké aux côtés de plusieurs chefs d'État. Cette visite reflète l'excellence de l'amitié entre Conakry et Abidjan. À peine installée, la Direction générale des élections souhaite aller vite et bien dans l'organisation des futures consultations électorales. Pendant ce temps, un comité interparti est mis en place. 126 partis politiques officiellement agréés participent au lancement de la structure. Un espace de dialogue et de concertation entre le service spécialisé pour les élections et l'ensemble des parties prenantes au processus de retour à l'ordre constitutionnel. Amadou Touré. Pour une bonne organisation des élections à venir, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction générale des élections, lance les travaux de la mise en place d'un comité interparti. Pour permettre à la Direction générale des élections d'informer, d'échanger et de recueillir les avis et les suggestions des partis politiques, de la société civile, des institutions nationales, mais également des partenaires techniques et financiers sur les différentes étapes du processus électoral. L'initiative a regroupé 126 partis politiques officiellement agréés et les organisations de la société civile. C'est essentiel, dans ce sens qu'il y aura des travaux internes qui vont se passer entre nous et les autres partis, la société civile, le gouvernement et tout le reste. Tout ce qui rentre dans le cadre de l'apaisement du climat social et politique autour des élections à venir, je pense que nous, au sein de l'Alliance pour le renouveau et le progrès, nous sommes preneurs. C'est notre pays. On est appelé aujourd'hui à se parler. On est appelé aujourd'hui à régler nos problèmes internes. Nous saluons la démarche. Il faut qu'aujourd'hui qu'on ouvre un cadre de concertation. Le comité qui sera mis en place à l'issue de ces travaux va également être un cadre de concertation technique entre la Direction générale des élections et les partis politiques concernés pour les futures échéances électorales. Nous posons ainsi les jalons de l'inclusivité, de la transparence et de l'intégrité du processus électoral pour un retour à l'ordre constitutionnel. La réforme nécessite l'adhésion de chacun et de tous et ne fait ni unanimité et ni d'heureux dans un contexte politique de renouveau. Nous vous invitons à travailler ensemble et dans la bonne collaboration avec mon département à mettre en place ce cadre technique où chaque acteur trouvera sa place. La mise en place de cet espace est la matérialisation de l'une des recommandations du dialogue interguinéen. L'objectif visé par le gouvernement à travers les autorités du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est l'organisation des futures échéances électorales inclusives et apaisées. Lutte contre les stupéfiants, 63 kg de cocaïne incinérée par les services spéciaux. Cette carbonisation a lieu sur le site d'Antag. Autorités judiciaires, corps diplomatiques, membres de la société civile et forces de défense et de sécurité étaient de la partie. Bakari Bamba Kondé. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et du renforcement de la sécurité, le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé a procédé ce mardi 5 août 2025 à l'incinération de 63 plaquettes de cocaïne, soit un total de 103 kg. Cette importante saisie a été réalisée entre le 25 et le 30 juillet lors de l'opération Épervier menée par les services spéciaux. La cérémonie d'incinération s'est tenue dans les installations du site d'Antag en présence des autorités judiciaires, notamment le parquet de Dixine, de diplomates accrédités, de membres de la société civile, ainsi que de représentants des forces de défense et de sécurité. Nous sommes en face de nous des plaquettes contenant des poudres suspectes. Donc, à l'interpellation, l'agent peut faire un test présomptif, mais le test définitif se fait avec le laboratoire. Dans la lutte contre la drogue,
Chaque type de drogue a un domaine de virage coloré. Il y a des indicateurs colorés pour chaque type de drogue. Donc le domaine de virage pour la cocaïne, c'est le bleu. Une fois qu'on passe les réactions, il y a des réactifs. Ça, c'est un laboratoire mobile. C'est le même laboratoire que les grands pays utilisent. C'est fait par les Nations Unies au laboratoire international de Vienne. Nous allons faire le test. Dès que la coloration bleue apparaît, c'est que nous sommes en présence de la cocaïne. L'embarquement au bureau du service spéciaux jusqu'au débarquement et jusqu'au test, je confirme effectivement, selon le laboratoire, que les colis devant moi sont véritablement de la cocaïne. Un PV s'est dressé dans ce sens, certifié que tout ce qu'on a fait, c'est conforme à la loi. Pour le représentant du parquet de Dixine, cette action ne se limite pas à une simple destruction physique. Elle participe à l'assainissement de la société en luttant contre le trafic de drogue. La quantité de drogue saisie, détruite sous le contrôle de la justice en raison de sa dangerosité et de sa sensibilité porte sur 63 plaquettes de cocaïne correspondant à 63 kg. En marge des drogues qualifiées de drogues dures, notre objectif dans cette opération épervier est d'inverser notamment la tendance de la consommation de la nouvelle drogue appelée couche, qui a déjà provoqué de nombreuses victimes mortelles et de blessés graves, principalement chez les jeunes. C'est vraiment un signal fort des autorités et qui prouve à suffisance que, franchement, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes convaincus que la lutte qui est engagée par les autorités pourrait davantage atteindre l'objectif. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État en matière de sécurité, conduite sous le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Les services spéciaux voient en cette incinération un acte pédagogique. Elle permet de sensibiliser la population et de renforcer la confiance du public dans les institutions. Elle sert aussi à montrer que les produits saisis ne retournent pas dans les circuits clandestins. Et puis cette collaboration exemplaire entre la primature et l'ambassade du Royaume d'Espagne, c'est au bénéfice des forces de sécurité guinéennes. Elle renforce leur capacité linguistique. En plus de la langue espagnole, bien sûr, la culture de ce pays ami est également partagée. Ousmane Bangoura. Ces agents de la sécurité guinéenne viennent d'achever 4 semaines de formation en langue et culture espagnole. Une initiative de la primature rendue possible grâce au soutien de l'ambassade du Royaume d'Espagne. L'objectif, améliorer la communication avec les partenaires internationaux dans un contexte de coopération sécuritaire renforcée. Cette formation nous laisse un souvenir positif. C'est pourquoi nous souhaitons pouvoir parfaire cet apprentissage dans un futur très proche à travers un programme plus vaste et mieux adapté. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Espagne, M. Ángel Antonio, a salué l'engagement des autorités guinéennes en faveur du dialogue interculturel et du développement des compétences. Ces cours d'espagnol, son objectif n'est pas seulement que vous connaissiez la langue et la culture espagnole, mais aussi qu'on puisse aussi collaborer avec les défis globaux qui nous affectent à tous. Bien sûr, le changement climatique, la lutte contre la désinformation, la traite des personnes humaines. Donc, je pense que ce type d'initiative contribue, bien sûr, à faire cette lutte commune qu'on est censé faire ensemble. Nous sommes à la 4e formation au niveau du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte et de réponse aux risques sécuritaires pour un développement de capacités linguistiques pour permettre à nos cadres à participer à d'autres activités qui ne soient pas seulement de la langue, mais d'autres activités d'apprentissage, de spécialisation. Représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, le directeur de cabinet de la primature salue une expérience enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel. Il faut ici tirer chapeau pour les apprenants, pour avoir accepté de se surpasser, d'apprendre. Non seulement vous avez vos charges administratives, au même moment vous êtes en train d'apprendre, mais je crois que vous méritez la confiance de vos hiérarchies respectives. Et là, vous devez être félicité dans ce cadre-là. En misant sur la formation linguistique,
Les autorités guinéennes renforcent non seulement les capacités opérationnelles de leurs agents, mais affirment aussi leur volonté de s'inscrire pleinement dans une coopération internationale, dynamique et ouverte sur le monde hispanophone. Enseignement supérieur. À l'ISAB de Farana, de nouveaux programmes d'ingénierie sont en réflexion. Déjà, des anciens chercheurs s'intéressent au référentiel de formation. L'objectif est précis, booster le secteur agropastoral. Ibrahima Oulenfofana, correspondance. À l'ISAB de Farana, l'heure est à la refonte des programmes. Pendant 2 jours, enseignants et responsables pédagogiques planchent sur une réforme majeure. La mise en place d'un cursus d'ingénierie sur 5 ans axé sur le développement agropastoral, une étape clé pour former des cadres capables de répondre aux défis du pays dans ce domaine stratégique. Cette réforme majeure permettra à l'ISAB de répondre efficacement aux attentes des Guinéens en matière de formation des cadres concepteurs de haut niveau, mais aussi de s'insérer dans la vision du programme Simandou 2040 à travers son axe Simandou Academy. Nous avons travaillé 2 jours durant pour trouver à peu près le modèle d'ingénierie qu'il souhaite mettre en place, de manière à ce que ce modèle soit aligné au modèle d'ingénierie dans le domaine de la sous-région, mais aussi à ce que ce modèle soit aligné aux priorités socio-économiques de développement de notre pays. Cette dynamique s'inscrit dans la vision de réforme portée par le ministère de l'Enseignement supérieur avec une attention particulière au monde rural. Booster l'employabilité de nos sortants. Et pour cela, il faut travailler les programmes de formation, transformer les programmes de formation de licence en programme de formation en ingénieur agronome pour 5 ans au lieu de 3 ans pour la licence. Nous pensons qu'il fallait qu'ils soient des ingénieurs, des concepteurs des programmes par rapport à ces filières. Tous les 5 départements de l'ISAV sont concernés. Une innovation qui marque la transition de l'Institut, passer des licences professionnelles à des formations d'ingénierie de niveau Bac plus 5. Place à la Journée internationale des femmes africaines. Le secrétariat général du gouvernement se joint à la commémoration. Plusieurs femmes des départements sectoriels se retrouvent. Thème débattu, leadership féminin et innovation au cœur de la gouvernance publique. Le projet de nouvelle constitution n'est pas exclu. Aboubakar Djabi. Au secrétariat général du gouvernement, la célébration de la Journée internationale des femmes africaines s'est déroulée sur fond de reconnaissance des œuvres réalisées par la gente féminine dans la société guinéenne. Ici, cette journée est consacrée sur les mécanismes innovants, susceptibles de contribuer davantage à la promotion de l'égalité des sexes et des droits. D'où son thème, leadership féminin et innovation, au cœur de la gouvernance publique. C'est une journée qui marque la participation de la femme dans la lutte des indépendances. Aujourd'hui, nous la célébrons au secrétariat général du gouvernement pour mettre en valeur les compétences féminines, les former en leadership pour que ces femmes puissent s'affirmer et accepter leur place dans l'administration publique. Aujourd'hui, nous allons aussi parler du projet de nouvelle constitution, toucher les articles qui parlent de la femme, qui parlent des enfants et des personnes vulnérables. C'est la journée internationale de la femme africaine. Donc on a abordé cette thématique pour montrer réellement le rôle de la femme dans la gouvernance publique en Afrique, de façon générale et particulièrement en Guinée. Cette célébration constitue une tribune d'échange d'idées pour se pencher sur le rôle majeur des femmes dans les processus de prise de décision. Une occasion pour le ministre secrétaire général du gouvernement d'expliquer le contenu des textes de la nouvelle constitution. C'est une continuité parce que le chef de l'État a décidé de reconnaître le rôle majeur que pouvait jouer dans le développement économique de notre pays. D'ailleurs, la constitution, le projet de constitution qui nous réunit et qui nous rassemble a innové en mettant un droit constitutionnel d'accessibilité des femmes à la gestion de la chose publique, en reconnaissant qu'au minimum 30% des femmes, au moins 30% des femmes auront accès aux postes de direction de l'action publique. Ces femmes issues de plusieurs secteurs d'activité sont mises en avant dans la politique nationale du pays.
Elles sont soutenues par le service genre et équité de ce département ministériel pour mobiliser la gente féminine afin de contribuer à l'épanouissement des communautés guinéennes. À présent, ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication. La Haute Autorité de la Communication, HAC, constate avec préoccupation la transformation de plusieurs relais de radiodiffusion privés en des stations de production et de diffusion de surcroît gérées et animées par des personnels non professionnels à l'intérieur du pays. Ce qui constitue une violation flagrante des cahiers de charges et des conventions d'établissement signées entre ces radios privées et l'État. La HAC rappelle aux promoteurs de radiodiffusion privée qu'un relais se borne à répéter le signal d'une station de radio d'origine dans une zone qui n'est pas couverte de manière adéquate par elle. Par conséquent, la HAC demande aux promoteurs de radiodiffusion privée concernés de se conformer au contenu des cahiers de charges avant le 31 août 2025. Passé ce délai, la HAC procédera à leur fermeture conformément aux articles 1er, 49 et 52 de la loi organique numéro 2020 0010 AN portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication HAC de la République de Guinée. Conakry, le 6 août 2025, pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Projet de nouvelle constitution, la Direction générale des douanes poursuit la vulgarisation à Cancan. Les soldats de l'économie sont édifiés sur les innovations. Djamokaba, explication. Loin des bureaux et frontières dans la savane guinéenne, les soldats de l'économie se donnent rendez-vous à Cancan pour une cause nationale. Au cœur de la rencontre, l'appropriation du contenu du projet de nouvelle constitution. Quelque chose qui vous rassemble. Si ça vous ressemble, le travail sera bien fait. Du sommet de l'État au ministère du Budget, la Direction générale des douanes exécute des instructions pour aider les agents à mieux saisir le contenu du projet de nouvelle constitution. Seconde étape, permettre aux soldats de l'économie de contribuer activement à la vulgarisation du projet auprès de toutes les couches de la population. C'est d'inviter tout le personnel douanier des régions, d'être le relais de la Direction générale des douanes auprès des collègues qui sont maintenus dans leurs postes respectifs pour des raisons de fonctionnement, mais aussi traduire le contenu du projet dans les différentes langues. Nous allons dupliquer le projet en plusieurs exemplaires. Ensuite, chaque agent, à son tour, servira de relais auprès des autres collègues et dans leurs familles respectives pour continuer à poursuivre cette vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Pour la Direction générale des douanes, le projet de nouvelle constitution doit être lu et compris à travers des séances d'information. Son accessibilité à tous est un passage obligé pour en expliquer les grandes lignes aux citoyens à la base. Dans le Grand Conakry, rendre accessible le projet de nouvelle constitution, le processus fait du chemin. À Ansoumania Village, les responsables communaux de Kagbélé vulgarisent le document. Aboubakar Diaby. À Kagbélé, les populations se mobilisent pour prendre connaissance du contenu du projet de la nouvelle constitution. La rencontre est initiée par les autorités communales de Kagbélé pour mieux outiller les populations sur les innovations du projet de la future loi fondamentale. Nous avons travaillé conséquemment et nous avons pu parcourir cette nouvelle constitution et sur tomber sur les points, surtout les nouveautés, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation et ainsi de suite. Parce que là, c'est une constitution qui rassemble et qui nous ressemble. Cette constitution-là est venue pour les Guinéens. Tout le monde a sa part dedans. Nous devons vulgariser ça pour que chacun se retrouve dedans. Et après nous allons instruire aussi les quartiers. Ils n'ont qu'à aussi former les mêmes délégations pour aller voir les secteurs. Pendant plusieurs heures, les conseillers communaux se sont relayés pour mieux expliquer les différents articles du projet de la nouvelle constitution. La nouvelle constitution, il y a beaucoup de choses qui sont dedans vraiment,
qui est vraiment initiatif. Et avec ma population Soumania Village aussi, ils ont été contents pour la nouvelle constitution. Cette rencontre a permis aux populations de la commune de Kagbélé de mieux comprendre le contenu du projet de la nouvelle constitution. Elles pourront désormais à leur tour vulgariser le projet de la future loi fondamentale. Au même moment, une nouvelle approche est développée par le Secrétariat général des affaires religieuses. Il s'agit de l'implication des leaders religieux. La mosquée centrale de Kaporo a été choisie pour expliquer le contenu du projet de nouvelle constitution. Marwan Kamara. À la mosquée centrale de Kaporo, la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution est lancée. Elle va toucher les leaders religieux des 13 communes de la capitale. Cette première étape rassemble des imams venus des communes de Ratoma, de Lambani et de Somfonia. Son objectif est d'amener ces religieux à s'approprier le contenu de la nouvelle constitution afin qu'ils puissent mieux expliquer aux populations. Le programme est piloté par le secrétariat général des affaires religieuses. Il était de mon devoir de venir remettre ce projet de constitution aux imams, aux prédicateurs musulmans. Et d'autres jours, et nous allons continuer sur toutes les 13 communes de Conakry. Et aussi, nous allons rencontrer toutes les dénominations chrétiennes afin que tous les religieux, les entités religieuses soient consultés au même titre et qu'ils participent non seulement à sa vulgarisation, mais aussi formuler des prières pour que le vote même se passe dans les meilleures conditions. Au cours de cette première journée, plusieurs dispositions ainsi que des innovations qu'introduit ce projet de nouvelle constitution sont expliquées aux participants. Et ils seront désormais des relais pour une vulgarisation à grande échelle. Inch'Allah, dans les mosquées, dans les églises, on va parler avec les gens, on va discuter avec les gens pour vulgariser ce projet-là. Ces séances de sensibilisation et d'information sur la nouvelle constitution sont suivies par la lecture du Saint-Coran pour la paix et la réussite de la transition. Elles vont s'étendre sur les autres communes afin de toucher le maximum de Guinéens avant le scrutin référendaire. Hors du pays, le projet de nouvelle constitution mobilise les ambassades. En Algérie, la vulgarisation est activée. Il est essentiellement question d'aider les compatriotes à comprendre le texte. Makemed Onzo. C'est un devoir pour toutes les représentations diplomatiques de Guinée de vulgariser le projet de nouvelle constitution de notre pays. En Algérie, l'équipe de l'ambassadeur Abdourahmane Sike Kamara explique à ses compatriotes la qualité de ce document qui nous ressemble. Un exposé qui pousse d'ailleurs des Guinéens établis en Algérie à parcourir le projet dans son entièreté. Qui parle de constitution, parle aussi des règles et des principes de l'organisation qui concernent la situation politique et sociale. Elle garantit aussi les droits et devoirs des citoyens ainsi que les relations différentes des pouvoirs. Donc nous avons reçu ce texte de loi que nous allons aussi lire et essayer de comprendre le contenu avant de passer au référendum. L'ambassadeur Sike revient sur quelques points liés directement aux préoccupations des Guinéens vivant à l'étranger. La garantie de la représentation des Guinéens établis à l'étranger au Parlement. Le contrôle de l'acquisition des grandes étendues des terres agricoles par des entreprises étrangères. L'obligation pour les candidats aux élections présidentielles de participer aux débats radio-télévisés. Il est important que le futur président de la République décline son programme. L'inviolabilité des biens de l'État, la priorité de l'éducation, la priorité de la santé, la priorité de la sécurité, mais également, point important, la promotion de la participation des Guinéens établis à l'étranger. Comprendre le contenu de ce projet de nouvelle constitution avant le 21 septembre, date du référendum, est la mission assignée à nos représentations diplomatiques. On s'intéresse maintenant à la recrudescence des maladies animales. Conséquences immédiates, les têtes de poule, de moutons, de chèvres et de bœufs sont à la baisse. L'inquiétude grandit chez les éleveurs. Un début de réponse est envisagé grâce au consortium SMB Winning. Cela passe par la formation. Un effectif important sera préparé dans la détection et la reconnaissance
des pathologies animales. Mamadi Ternakamisoko. Dans les communautés locales, en plus du phénomène récurrent de la divagation des animaux, les maladies d'origine animale restent quasi permanentes. Pourtant, la plupart des éleveurs sont encore insuffisamment outillés pour faire face à ces pathologies. C'est dans ce contexte que le consortium SMB Winning a lancé une série de concertations à l'intention des éleveurs des localités de Kolabouni, Dabis et Malapouya. L'objectif est double, renforcer la prévention et améliorer la détection précoce des maladies animales. Si aujourd'hui les éleveurs sont bien outillés pour reconnaître les signes et symptômes des maladies avec les événements sanitaires ici, une fois que ces gens-là reconnaissent, et ça devient facile pour eux pour notifier. Et dès qu'ils notifient, ça permet aux spécialistes, c'est-à-dire les chefs de poste de l'élevage, au niveau sous-préfectoral et la direction, préfectorale jusqu'au niveau national, jusqu'au niveau du ministère, pour prendre des décisions à temps. Cela permet de renforcer la santé du cheptel. Et qui parle de la santé du cheptel parle aussi de la santé humaine. Parce que si les animaux que nous consommons sont en bonne santé, nous aussi nous serons en bonne santé. C'est un peu la motivation du consortium à toujours assurer la santé publique. Au total, 100 éleveurs du corridor minier bénéficieront de ces concertations gratuites. Cette initiative fait suite à la recrudescence des cas de maladies ayant affecté le cheptel dans la région. Nous sommes assurés davantage que ces problèmes liés à la destruction des champs vont encore beaucoup plus apaiser. Cette action s'inscrit dans le cadre du dispositif de surveillance communautaire mis en place dans la préfecture de Boké. Elle vise à préserver à la fois la santé animale et les investissements, tout en renforçant la cohabitation harmonieuse entre les populations riveraines et les zones d'exploitation. De la santé animale à la santé humaine, riposte contre la malnutrition au dispensaire Saint-Gabriel. Les patients bénéficient d'une assistance alimentaire. Tous des enfants, c'est une contribution de Rotaract Club afin d'appuyer les efforts du gouvernement. Nabilaï Moussa Kamara. À Matoto, le dispensaire Saint-Gabriel, créé depuis 1987, a pour mission d'accompagner les plus vulnérables. Disposant d'un centre de nutrition mais qui peine à prendre en charge les enfants souffrant de la malnutrition, le Rotaract Club de Conakry vient accompagner les efforts du gouvernement et les responsables de ce centre dans le cadre de la lutte contre la malnutrition infantile. Cette assistance permet aux responsables de prendre en charge les enfants souffrant de la malnutrition. Le centre de santé à Saint-Gabriel, c'est un centre de santé guinéen et qui a pour mission de soigner, d'apporter une médecine de qualité aux plus démunis. Et on a ici un centre de nutrition qui permet de suivre et d'accompagner les enfants malnutris. Donc on est très touché d'être accompagné et d'être supporté par des initiatives comme celle du Rotaract, où des jeunes Guinéens viennent soutenir un centre de santé guinéen. On est vraiment ravis de ce club-là. C'est pas la première fois. Surtout que nous sommes à la commune ici, ça fait plus de 10 ans, 15 ans. À chaque fois que nous rencontrons, nous venons à ce dispensaire-là. Il y a beaucoup de dons venant de ce club-là. Ce matin encore, avec cette pluie diluvienne-là, on est venu encore faire un don de lait pour les enfants qui sont mal nourris. Pour assurer une alimentation saine, renforçant le lait maternel, cette action d'intérêt public va réduire le taux de mortalité lié à la malnutrition infantile dans le pays. Le dispensaire Saint-Gabriel Matoto reçoit chaque jour des dizaines et des cinquantaines de femmes dans des conditions souvent critiques. Et pourtant, avec engagement et dynamisme, ils soutiennent ces enfants et ces femmes. Donc, nous avons choisi ce dispensaire afin d'assister le nombre d'enfants et de femmes qui viennent ici chaque jour. En Guinée, selon les statistiques, un enfant sur 4 souffre d'un retard de croissance lié à la malnutrition. Face à la croissance de ce fléau silencieux qui impacte le développement physique et mental des enfants, le Rotaract Club de Conakry continue à agir pour inverser cette tendance. Retour à Boké, toujours avec SMB Winning et pour d'autres actions communautaires cette fois-ci. Remise des taxes superficielles aux receveurs communaux de certaines sous-préfectures. Le fonds doit servir à la réalisation des infrastructures sociales dans les communautés concernées. Cela témoigne du respect du contenu local. Younous Atawel Kamara, confirmation.
Les communes rurales de Dabis, Kamfarandi, Malapouya, Tanene et communes urbaines de Boké sont bénéficiaires de cet acte superficiaire exercice 2025 de la part du consortium SMB Wininga. Les chèques sont officiellement remis aux receveurs communaux de ces mairies en vue de réaliser quelques projets de développement dans leur collectivité. Les redevances représentent pour nous ici une disposition édictée par l'article 162 du Code minier et la SMB a l'obligation de payer ces redevances aux communautés. Le paiement de ces redevances superficielles s'inscrit dans le cadre du contenu local en faveur des communautés riveraines des zones impactées par les activités de cette société minière. On a profité de cette occasion pour dire à des présidents de délégations spéciales, à nos receveurs, de leur dire que l'argent qui a été payé, ce n'est pas un montant à partager. C'est le montant qui rentre dans les activités des localités, c'est-à-dire aider à leur communauté, les différentes communautés, de faire la réalisation des infrastructures communautaires de base. Nous avons des projets phares, les projets de développement que nous avons déjà initiés, tels que je vais vous parler la construction des écoles telles que Kapsine, Boufadar, Koukouba et Kapkeng. Il y a encore la construction des marchés à Kibanko. Les bénéficiaires de cet acte superficiaire ont désormais un défi à relever car ils viennent de bénéficier d'une formation qui a regroupé ici même à Boké l'ensemble des receveurs communaux de la région sur la bonne gestion des finances publiques. Pendant ce temps, on n'est pas loin de l'électrification de Kalinko dans Dinguiraye. Je vous le disais dans les titres, une initiative présidentielle à travers des partenaires au développement. Sur place, les travaux sont en cours. Satisfaction pour les bénéficiaires. Moussa Kouyaté. Kalinko est l'une des 7 sous-préfectures de Dinguiraye. Ce village, fondé vers 1870 par Fodé Lamine Tunkara, sera électrifié à partir d'une centrale solaire grâce au programme de développement communautaire engagé par Général Mamadi Doumbouya. Sur le terrain, le taux d'exécution des travaux est satisfaisant. Well, the job is at the level of 80% for now. Les travaux avancent bien et pour le moment, ils sont exécutés à plus de 80%. Nous travaillons à la satisfaction de la communauté avec des équipements nécessaires. Sur cette centrale, il y a beaucoup de panneaux solaires, y compris d'autres matériels, afin d'alimenter la ville de Kalinko en courant à partir d'une centrale solaire. Le site qui abrite la centrale solaire est situé à moins d'1 kilomètre du centre-ville. L'installation des poteaux et d'autres équipements dans les quartiers est en cours. Les autorités locales ont salué les réformes engagées depuis le 5 septembre 2021. Kalinko se trouve dans l'obscurité. On a soumis la situation aux doyens du village. Ils nous ont donné un terrain. Les fils sont installés. On attend juste maintenant la date de l'inauguration. Un très très grand soulagement. Il faut que je le dise à haute voix. Kalinko fait partie des plus grandes sous-préfectures du pays avec plus de 50 000 habitants selon les statistiques. Des messages de paix et de vivre ensemble à Kalinko et dans ces 18 districts pour un développement harmonieux ont été véhiculés par le président de la délégation spéciale. Par ailleurs, employabilité des jeunes, Beila est la cible d'une formation prometteuse, l'apprentissage de la conduite d'engins lourds, une manière de concrétiser davantage l'émancipation de la couche juvénile. Moussa Komara. Après un accueil chaleureux aux portes de Beila, le directeur général de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel lance cette formation qui va façonner l'avenir des jeunes en quête d'emploi. La formation que nous allons donner à ces 20 jeunes aujourd'hui est toute particulière. C'est toute une première pour l'ONFPP même de donner cette formation en engin lourd. Il s'agit des excavateurs type Poquelin. La mission de l'ONFPP est essentiellement l'inclusion socio-professionnelle de la jeunesse et de nos concitoyens. Durant plusieurs semaines, ces jeunes seront initiés aux subtilités de la conduite des engins lourds, du maniement des bras hydrauliques à la lecture des plans de terrassement, en passant par les règles de sécurité. Rien ne sera laissé au hasard. Pour maîtriser un peu la conduite, au départ, on fait le toolbox par rapport à la théorie. Le toolbox, c'est de connaître d'abord de quoi ils ont à faire.
c'est une machine. Et la machine est constituée de quoi? Les différentes parties. Et chaque matin, ils font le toolbox. Si, par exemple, au niveau de la radiateur, s'il y a l'eau dedans, et qu'est-ce qui manque? Pour les apprenants, cette formation est bien plus qu'un apprentissage technique. C'est une véritable ouverture vers le monde du travail. Ça m'a fait d'être conducteur et d'être conducteur d'un ancien lourd. Après mon diplôme, j'ai travaillé dans une mine pour la pratique, pour bien me former encore en plus. Ici, chaque jeune formé est un maillon fort de la chaîne de développement national. L'initiative répond à un double enjeu: former localement une main-d'œuvre qualifiée et réduire la dépendance aux expatriés dans les secteurs techniques. Sur tout autre plan, gestion des conflits dans la région de la baie, les femmes et filles sont impliquées. Pour le moment, elles prennent connaissance du projet de texte fondamental. La campagne se déroule à Tougué précisément. Administrateurs et populations se sont mobilisés. Sarafoudine Diallo, Sona Sagnou. CARE International porte un projet en faveur des filles et femmes pour leur implication active dans la consolidation de la paix en Guinée. À la baie, plusieurs participantes issues d'ONG sont formées sur les techniques de prévention des conflits en prélude aux échéances électorales à venir. Nous avons, dans les 4 régions de notre pays, élaboré les plans d'action de paix avec les organisations de la société civile. Et c'est effectivement dans le cadre de c'est la mise en œuvre de ces plans d'action que nous sommes à la baie aujourd'hui pour échanger avec les acteurs sur les points essentiels de consolidation de la paix à la baie. À l'issue de la rencontre, les participantes se disent désormais mieux outillées pour sensibiliser les communautés à l'importance de la paix. Qui parle de paix parle vraiment de développement et ça, je m'engage aujourd'hui que la paix, toute la région, aujourd'hui nous allons sillonner, faire des sensibilisations pour que vraiment cette région soit un exemple de paix en Guinée. Cette rencontre de ce matin nous a permis de partager nos expériences, de pouvoir faire des propositions consolidées et aussi se préparer à fédérer nos efforts, de travailler dans une synergie pour concourir à l'instauration d'une paix durable. La consolidation durable de la paix reste une priorité pour les autorités guinéennes sous le leadership du CNRD. Un climat apaisé est indispensable à tout progrès. Nous prenons un engagement d'accompagner les femmes à faire la paix dans notre préfecture, mais aussi avec monsieur le gouverneur de faire la paix vraiment dans notre région. Financé sur 2 ans par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, le projet est mis en œuvre dans plusieurs régions du pays par CARE International. Culturellement, c'est un vent de renouveau qui souffle sur Nzérékoré. Cela profite aux troupes artistiques, à la Maison des Jeunes. De nouveaux instruments de musique sont remis à l'orchestre Nimba Jazz, un accompagnement du département de tutelle qui se fixe pour défi valoriser le patrimoine culturel. Lancé Kamisoko. Ce geste du gouvernement s'inscrit dans une politique nationale de revitalisation des formations musicales traditionnelles voulues par le président de la République. L'objectif est clair, renforcer notre identité culturelle, transmettre notre mémoire vivante et promouvoir la paix par la musique. C'est la bonne volonté du président de la République de faire renaître la culture à la base. Cette bonne volonté est matérialisée par le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. C'est pour permettre à ce que, au niveau local, qu'il y ait une renaissance de la culture à la base, pour que nos traditions, nos chants, nos danses soient valorisées, non seulement au niveau national, mais au niveau international. En soutenant le Nimba Jazz, nous renforçons notre identité et notre cohésion. La musique est langage universel, une arme pour la paix. Nimba Jazz en est illustration vivante dans la région et en Guinée. Cette initiative visant à redonner vie à cet orchestre historique est saluée par les autorités locales. Nous, à l'enfance, quand Nzérékoré est tombé à Conakry pour le festival, mon frère, Dixit Centre, Bellevue, ou l'alentour de Dixit Port 2, les écoles ne dormaient pas. Chacun était là, curieux de voir Nzérékoré et ses accoutrements.
Fondé en 1963, le Nimba Jazz de Zérékoré est bien plus qu'un simple orchestre. C'est une institution, un témoin vivant de la richesse musicale forestière qui a traversé des générations en portant haut les mélodies et rythmes forestiers. Avant de finir, ce communiqué multidiffusion du Conseil national de la transition, CNT. Le président du Conseil national de la transition, CNT, a la profonde douleur de porter à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les anciens députés de la République, Mesdames et Messieurs les membres du CNT 2010, le décès de l'honorable Mamadou Bilo Kanté, ancien député uninominal de la Baie et ancien vice-président de la Commission des lois. Décès survenu le dimanche 3 août 2025 des suites de maladie. Le corps de l'illustre disparu sera exposé dans la salle de congrès du Palais du Peuple le jeudi 7 août 2025 à partir de 9h30. L'enterrement est prévu au cimetière de Cameroun après la prière de 14h à la Grande Mosquée Faisal. Prions pour le repos de son âme, Conakry, le 6 août 2025, pour le président du CNT, pour ordre la première vice-présidente, Madame Bangoura Hadja Maïmouna Yomouno. Soyez au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.